Il est à l'origine de la fusillade survenue samedi lors du dîner des correspondants de la Maison-Blanche. Cole Allen, 31 ans, a été inculpé pour tentative d'assassinat du président Donald Trump. Le roi Charles et la reine Camilla d'Angleterre sont arrivés aux États-Unis pour un voyage de 4 jours à l'occasion du 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Un tribunal a inculpé lundi le suspect de la fusillade survenue lors du dîner des correspondants de la Maison-Blanche pour tentative d'assassinat du président Donald Trump. Cole Allen, âgé de 31 ans, n'a pas plaidé lors de l'audience et risque une peine pouvant aller jusqu'à la prison à vie s'il est reconnu coupable d'avoir tenté de tuer le président. Les autorités ont révélé plus tôt qu'Allen avait rédigé un manifeste avant son attaque dans lequel il détaillait sa haine envers l'administration Trump. The so-called manifesto is a stunning thing to read. I am no longer willing to permit a pedophile, rapist, and traitor to coat my hands with his crimes. What's your reaction to that? Well, I was waiting for you to read that because I knew you would, because you're horrible people, horrible people. Yeah, he did write that. I'm not a rapist. I didn't rape anybody. Do you think he was referring to you? Excuse me. I'm not a pedophile. You read that crap from some sick person. La Maison-Blanche a accusé le Parti démocrate d'attiser la haine contre Trump, conduisant à la violence politique. This political violence stems from a systemic demonization of him and his supporters by commentators, yes, by elected members of the Democrat Party and even some in the media. Saturday was supposed to be a joyful evening, celebrating free speech and the First Amendment with all of you, members of the press. Instead, the night was hijacked by a crazed anti-Trump individual who traveled across the country to assassinate the president and as many administration officials as possible. Les autorités indiquent que le suspect a été maîtrisé avant d'avoir pu causer de blessures graves. Une seule personne, un agent portant un gilet pare-balles, a été touché par un tir d'arme à feu, mais n'a pas été gravement blessé. Cole Allen aurait voyagé de Californie à Chicago, puis à Washington, et aurait pris une chambre à l'hôtel Hilton où se tenait le dîner de gala. Selon les autorités, il se désignait comme l'assassin fédéral sympathique dans plusieurs messages et faisait de multiples références à Trump sans le nommer. Le roi Charles III et la reine Camilla d'Angleterre sont arrivés aux États-Unis pour un voyage de 4 jours, après avoir atterri à la base militaire d'Anjou, où s'est déroulée une brève cérémonie d'accueil. Charles et Camilla se sont rendus à la Maison-Blanche, où ils ont été accueillis par Donald Trump et son épouse Melania. Le programme de la semaine comprend un discours devant le Congrès mardi, un dîner d'État à la Maison-Blanche et une escale à New York mercredi avec une visite du mémorial du 11 septembre avant un départ jeudi pour les Bermudes. Le discours du roi Charles devant le Congrès devrait souligner qu'en ces temps de grands défis internationaux, il est plus nécessaire que jamais de s'unir pour défendre les valeurs démocratiques, a déclaré une source du palais de Buckingham. Le roi déclarera que malgré les désaccords actuels entre les États-Unis et le Royaume-Uni, à maintes reprises, nos deux pays ont toujours trouvé le moyen de s'entendre. Cette visite d'État, de loin la plus médiatisée et la plus importante du règne de Charles, marque le 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance des États-Unis vis-à-vis de la domination britannique et constitue la première visite d'un monarque britannique dans ce pays depuis 2007. La trêve ne tient pas entre Israël et le Hezbollah, c'est le constat dressé lundi par le ministre libanais des personnes déplacées Kamal Shehadi dans l'émission Europe Today d'Euronews. Dimanche, les frappes israéliennes ont fait 14 morts, faisant de cette journée la plus meurtrière depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre le Hezbollah et Israël. Let's not forget that the ceasefire was imposed on both Israel and Hezbollah last week. Neither side wanted the ceasefire, and they both found a way to go back to the modus operandi of the pre-ceasefire announcement. Pour Kamal Shehadi, la tentative d'Israël d'imposer une ligne jaune dans le sud du Liban sur le modèle de celle imposée à Gaza est scandaleuse. Le ministre a rappelé que le Liban disposait déjà d'une frontière et que celle-ci devait être respectée. Kamal Shehadi a également souligné que le gouvernement libanais s'était déjà engagé à désarmer le Hezbollah et qu'il entendait garantir qu'aucune hostilité ne se produise à la frontière entre le Liban et Israël afin d'obtenir une ligne de démarcation sûre et sécurisée.
Le chancelier allemand Friedrich Merz a laissé entendre que l'Ukraine pourrait devoir céder des territoires à la Russie pour ouvrir la voie à son adhésion à l'Union européenne. Ce lundi, il a déclaré que le président ukrainien Volodymyr Zelensky devrait organiser un référendum afin que le peuple se prononce à la fois sur l'adhésion à l'UE et sur les questions de concession territoriale. Plus de 4 ans après le début de la guerre, la Russie occupe un peu plus de 20% du territoire ukrainien, principalement dans la région industrielle du Donbass. Friedrich Merz a ajouté que ces décisions ne pouvaient être prises que par le peuple ukrainien, soulignant qu'il était crucial de lui rendre le pouvoir. Irgendwann wird es hoffentlich einen Friedensvertrag mit Russland geben. Dann wird möglicherweise ein Teil des Territoriums der Ukraine nicht mehr ukrainisch sein. Wenn er das der eigenen Bevölkerung vermitteln will und dafür in der Bevölkerung eine Mehrheit bekommen will, und er muss eine Volksabstimmung darüber machen, dann muss er gleichzeitig der Bevölkerung sagen, aber ich habe den Weg nach Europa für euch geöffnet. Ces 2 dernières années, les progrès de Kiev vers l'adhésion à l'UE étaient bloqués par le Premier ministre nationaliste hongrois sortant, Viktor Orban. Mais sa récente défaite écrasante face au futur chef du gouvernement, Péter Magyar, a ravivé l'espoir que l'Ukraine passe à l'étape suivante de sa candidature à l'adhésion. Cependant, le chancelier allemand a mis en garde contre tout espoir d'une adhésion rapide à l'Union, soulignant que l'intégration de l'Ukraine dépendait de la paix, des réformes de l'état de droit et de la lutte contre la corruption. Friedrich Merz a également ajouté que la proposition de Volodymyr Zelensky de viser une adhésion au 1er janvier de l'année prochaine manquait de réalisme. Le dirigeant allemand a même assuré qu'une échéance fixée au 1er janvier 2028 pourrait ne pas permettre de mener à terme les réformes nécessaires. Kiev détient actuellement le statut de pays candidat officiel à l'UE qu'elle occupe depuis juin 2022. Près de 5 siècles après la rupture entre Rome et l'Église d'Angleterre, les relations entre catholiques et anglicans restent marquées par de profondes divergences théologiques, mais aussi par une volonté de dialogue et de respect mutuel. Le pape Léon XIV a ainsi reçu au Vatican Sarah Mullally, première femme à diriger l'Église d'Angleterre. Ils ont affiché leur volonté de poursuivre les efforts de rapprochement. Your Holiness, thank you for your gracious welcome and for your prayers and kind wishes at my time of my installation. I am deeply grateful. It is a joy and privilege to be received by you together with this delegation. Le pape a reconnu que de nouveaux problèmes s'étaient ajoutés aux questions historiquement sources de division dans leurs relations. Il a néanmoins promis de poursuivre la tradition des papes précédents en essayant de réunifier les églises. As my beloved predecessor, Pope Francis, said to the primates of the Anglican Communion in 2024, it would be a scandal if, due to our divisions, we did not fulfill our common vocation to make Christ known. For my part, I add that it would also be a scandal if we did not continue to work towards overcoming our differences, no matter how intractable they may appear. Les anglicans se sont séparés de Rome en 1534 après le refus du pape Clément VII d'annuler le mariage du roi Henri VIII qui devint du même coup le premier chef de cette église. Depuis les années 60, catholiques et anglicans ont renoué le dialogue, mais d'importantes divergences demeurent, notamment sur l'ordination des femmes autorisée par l'église d'Angleterre mais toujours refusée par l'église catholique. Il y a exactement un an en fin de matinée, voici ce qui s'est passé. Le Portugal et l'Espagne ont été frappés par une panne de courant majeure qui a privé des millions de personnes d'électricité pendant plus de 12 heures. Aujourd'hui, on sait que la panne a pris naissance dans le sud de l'Espagne, des défaillances techniques ayant provoqué des surtensions dans le réseau portugais. Depuis ce jour-là, on recommande de plus en plus aux gens de disposer d'un kit d'urgence pour au moins 72 heures. Mais serait-il prêt si une autre panne de courant venait à se produire? Eu sou escoteira, então eu já tinha kit pronto, tinha rádio. Tenho tudo, exceto a telefonia, digamos assim, o rádio, pronto. De resto, lanterna, conservas, dinheiro em casa, pronto, isso eu tenho sempre. Agora comprei um rádio com pilhas, tenho sempre pilhas suplentes em casa, água e, além disso, para o apagão também me preparei para um possível tremor de terra. Tenho uma mochila com várias coisas, um cobertor, um apito. Foi-se comprar papel higiênico, garrafas de água, abastecer despensas, parecia que o mundo estava a acabar. Ici en Espagne, cette panne d'électricité semble déjà être un événement très lointain et oublié. La verdad que no lo he vuelto a pensar ni me ha afectado en nada. ¿Tenéis ahora un kit de emergencia o más comida o efectivo en casa por si pasa otra vez?
En realidad al principio sí lo hicimos, pero como todo, acabamos relajándonos. De l'eau potable, des denrées non périssables, une trousse de premier secours, une lampe torche, une radio à pile et un chargeur portable pour le téléphone. Voilà quelques-uns des éléments indispensables dans ce kit de survie. Pelo menos estamos mais preparados. E nada como, olha, com uma lanterna e ler um livro, ouvir música no rádio como antigamente, portanto, voltar ao antigamente. Sabermos viver bocado também sem as tecnologias, sem estarmos ligados constantemente à internet. Un an plus tard, le groupe de travail parlementaire créé à la suite de la panne a présenté son rapport final contenant des propositions visant à renforcer la réponse aux futures coupures de courant et d'une manière générale à mieux préparer le pays aux crises. Chypre est en charge de la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne et à cette occasion, le gouvernement met en avant son patrimoine historique et ses efforts pour le préserver. Le Kyrenia II en est un exemple. Le premier Kyrenia est un navire marchand qui voguait dans les eaux de la Méditerranée 300 ans avant Jésus-Christ. Le navire porte le nom du port chypriote au large duquel on a trouvé son épave en 1965. Des spécialistes de l'université de Pennsylvanie ont construit sa réplique 20 ans plus tard avec les techniques utilisées dans l'Antiquité. Le Kyrenia II avait alors navigué des chantiers navals du Pirée jusqu'à Paphos, une ville sur la côte occidentale de Chypre. 40 ans plus tard, le Kyrenia II vient d'être remorqué pour naviguer à nouveau dans les eaux chypriotes et mettre en lumière le riche patrimoine maritime de l'île.